Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un autre danger, là j'exagère peut-être une crainte, c'est que si ce que vous venez de décrire continue à se développer comme ça, c'est-à-dire effectivement le lecteur prévenu sait qu'il a affaire à un texte traduit par une machine, se dit qu'il a une partie du travail à faire, donc complète certaines lacunes en fonction du contexte qu'il estime, mais est-ce qu'on ne va pas avoir à terme un appauvrissement de la langue, un appauvrissement de l'expression, parce que ce lecteur-là, il lui faudrait quand même se ressourcer vers des grands textes, sinon petit à petit on va avoir une sorte de spirale insidieuse. Nathalie ? Je pense qu'on le constate même dans l'édition, puisqu'il arrive de plus en plus souvent que des lecteurs se plaignent qu'on emploie des mots rares. Déjà, je pense que cet appauvrissement existe. Enfin, je ne crois pas que du temps où moi j'étais une jeune lectrice, on aurait vécu un mot rare comme quelque chose de négatif. On serait au contraire très content d'aller chercher dans le dictionnaire et apprendre un nouveau mot, etc. Et là, c'est un peu comme si tout le monde avait les disques durs pleins à la place du cerveau, et qu'en plus avait la flemme d'aller chercher un truc dans le dictionnaire. Alors évidemment, en traduisant Méline, ça m'est arrivé même des critiques, des gens qui, en plus intelligents, manifestement très fins, ayant une grande culture, même des libraires, « Ah oui, mais tel mot, c'est rare !» Je suis, à chaque fois, ça me sidère. Bref. En tout cas, ça c'est un petit point à connaître, mais moi. Alors moi, ce que j'ai remarqué, juste un exemple qui m'est venu en tête en vous entendant parler, à mes étudiants début d'année, en général, j'avais des hispanistes et des anglicistes à la fois au début sur les cours d'informatique, et je leur faisais un texte qui pouvait parler aux deux, et donc je faisais un texte d'un auteur mexicain-américain, quelqu'un qui était un immigré, voilà, et ce texte s'appelle Yo soy Joaquin, I am Joaquin, qui est donc le prénom, et c'est l'affirmation de son identité de Mexicain-américain, etc. Et dans ce texte, je l'utilisais pour plusieurs choses, et notamment pour Google, et une fonction Google Books très intéressante pour nous les traducteurs, pour les textes datés ou pas, c'est la fonction Google Ngram. Ngram, c'est une fonction de Google, si vous allez chercher dans les fonctions avancées, vous la verrez, elle vous permet de voir dans le corpus de Google Books quand tel terme est apparu et à quelle période il est le plus utilisé. Et là, il se trouve que dans ce texte, donc écrit à la fois en anglais et en espagnol, il y a le terme zapatista en espagnol. Et pour nous, aujourd'hui, pour la plupart des gens d'aujourd'hui, c'est vrai que zapatiste fait référence à un mouvement révolutionnaire contemporain du XXe siècle, avec le sous-commandant Marcos, etc. Or, bien évidemment, ce texte ayant été écrit en 1962, je crois, il ne fait absolument pas référence à ce mouvement qui n'existait pas, mais il fait référence au mouvement historique, Emiliano Zapata, etc. Or, évidemment, si on n'a pas la curiosité, nous les humains, d'aller vérifier dans Ngram quelle est la définition du terme, on risque d'être embêté. Voilà, c'était un petit truc comme ça ceux qui ne connaissent pas Google Ngram, je vous invite à le faire. Vous pouvez même chercher, limité au corpus français ou au corpus anglais, vous pouvez chercher plusieurs mots à la fois pour voir leur correspondance, etc. C'est une très jolie fonction de Google, on ne va pas dire que du mal de Google français. Et puis l'autre idée qui m'était venue quand même, c'est tout simplement, et là moi je pense que Sylvie, Philippe, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur le fait qu'il n'y aura pas de traduction automatique possible en fiction, tant qu'il n'y aura pas d'écriture automatique possible en fiction. Hein, non pas au sens surréaliste, Philippe, mais au sens de l'écriture automatisée. Voilà, et la traduction littéraire en tout cas, c'est de l'écriture quand même. Oui, non, vraiment je pensais qu'il faut qu'il y ait l'écriture de fiction, il faut qu'il y ait un sujet qui est écrit. Et comme on n'est toujours pas capable de faire des IA, des intelligences artificielles dites fortes, on est un peu coincé de ce point de vue-là. Moi, très franchement, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Faire un système qui écrit une fiction, je n'y crois pas une seconde. Autant quand on contraint, on rend possible un certain nombre de choses, donc plus on donne de contraintes sur le domaine de la météo ou autre, plus on peut imaginer des inférences, des calculs sur le sens, etc. Tant qu'on reste sur du littéraire, c'est impossible.
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir justement les choses qui changent actuellement. Par exemple, je suis en train de lire un auteur de science-fiction d'origine indienne qui s'appelle Ramdala Singh. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que, donc, d'une part, il y a un lexique à la fin, parce qu'elle emploie une quantité de noms indiens du fait qu'elle prépare des plats à certains moments, etc. Mais de toute façon, ce qui est étonnant, c'est qu'on a, parce que c'est quand même quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui traduit et qui écrit en anglais, donc on a quelque chose de très intéressant, c'est le fait qu'on a une pensée indienne, et avec des mots indiens traduits, non traduits, et en même temps quelque chose qui fonctionne comme une science-fiction tout à fait différente, en ce sens que la pensée n'est pas la même, que donc même si une machine essayait d'interpréter ça, elle ne pourrait pas le comprendre. Là, il y a quelque chose, un arrêt absolu. Quant à écrire des textes à partir de machines, je pense que c'est possible. Je pense que si on fait des textes très simples, à partir de scénarios et de synopsis extrêmement réduits, avec un nombre de mots faible, on devrait pouvoir, d'ici je ne sais pas combien d'années, écrire des petits romans minuscules faits d'une manière automatique à partir d'une grande encyclopédie de tout ce qui a été écrit auparavant. Donc je ne pense pas que ça soit véritablement l'idéal, mais je crois que c'est une possibilité qui n'est pas à négliger et qui par hasard, pour la littérature courante que la plupart des gens achètent dans les points dans les gares, on pourra très bien faire de petits romans microscopiques qui seront écrits par des machines. Oui, c'est intéressant de revenir quand même dans le texte de Turing de 1950 qui a introduit le jeu de l'imitation Computing Machine and Intelligence. Il décrit la machine et tout ça, puis après il essaie de répondre à toutes les objections qu'il peut imaginer à sa machine. Et la première, c'est celle de Lady Lovelace, et la présidente pose la question, est-ce qu'une machine peut rédiger un poème comme Shakespeare ou un roman? Et il dit oui, et il va essayer de justifier. C'est assez intéressant, et ce texte il revient sans cesse, qui est comme un leitmotiv dans les sortes de justification des efforts. Et curieusement, effectivement, il y a eu déjà dans les années 50 toute une littérature électronique qu'on appelait à l'époque, qui était seulement des permutations, qui a effectivement évolué. Et à la fin, est-ce que c'est un jugement esthétique qui va intervenir pour décider? Mais faire un roman assez complexe, je ne sais pas encore. Mais on me dit que peut-être c'est possible avec des modèles d'apprentissage. Moi, je ne suis pas convaincu, mais ce qui est intéressant, c'est une question qui s'est posée très très tôt. Fin 49, 50, elle a déjà été discutée et revient sans cesse, à la fois du côté des artistes qui vont l'utiliser ou des écrivains qui vont exploiter un petit peu la machine pour la contourner, mais aussi du côté des informaticiens avec leurs modèles. Bon, je crois qu'il y a un autre problème, mais qui est peut-être technique, mais qui est intéressant et qui est comme une tension au sein de l'informatique elle-même, qui joue dans cette dynamique entre les traductions automatiques et leurs modalités. C'est qu'il y a une version qui est, on va dire, inspirée du théorème classique de Claude Shannon, qui dit que l'information est neutre. Elle n'a pas de sens, c'est juste un assemblage de certains aspects matériaux qui peuvent être transmis avec un certain degré de probabilité qui peuvent être construits, et d'autres qui disent, et c'est curieusement, ce sont les acteurs de l'intelligence artificielle qui disent ce qui manque, c'est le contexte. Sans contexte, on ne peut pas justifier en quelque sorte comment on va essayer de, malgré toute la diversité des écoles, et bien même leurs échecs, et c'est quelque chose qui revient sans cesse pour essayer de construire le modèle de la traduction automatique. Est-ce qu'on va accepter que l'information est neutre, qu'elle peut être transmise nécessairement sans contexte, ou bien faut-il intégrer des formes? Après, ça reste et ça devient beaucoup plus complexe, effectivement. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a des moyens peut-être plus intéressants pour essayer d'introduire cet élément qui était absent, qui faisait comme un obstacle à certaines dimensions de la traduction automatique, on va dire pertinente, pas nécessairement politique.